Bonjour à tous et bienvenue dans Hard Zone Chronicles. Et pour ce mois de novembre, nous avons le grand retour de Josh dans les unboxings. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, nickel. Bon. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens de faire ici? Bah, je viens pour ouvrir toute une collection de pop que je me suis commandé, ça faisait un moment que je les voulais. J'ai craqué dernièrement et je me suis pris l'intégrale d'une collection d'une célèbre franchise vidéoludique. C'est laquelle? Resident Evil. Donc tu as pris vraiment toute la collection entière Toutes les 6 qui sont dans la collection pour le moment. D'accord. Je sais pas s'ils en feront d'autres plus tard, mais voilà, j'ai pris les 6 existantes. Donc c'était pas des pop que tu as eu dans une box, c'est vraiment des pop que tu as acheté pour Je les ai toi. vraiment achetés sur plusieurs sites différents, il y en a même que j'ai acheté à la Fnac sur place en fait. D'accord. Et t'es plus du tout abonné à des box Non, plus du tout de box. Ok. Parce que les 3/4 des goodies en fait ne m'intéressaient pas vraiment au final, à part une fois de temps en temps où il y en a une qui était cool. Puis les t-shirts que j'avais dans les box, je les ai tous revendus parce que vu que j'ai grossi un peu, ils me vont plus. Donc... Et puis même c'est ce qu'on avait vu dans les unboxings où t'étais là les dernières fois, c'était on était toujours en demi-teinte, il y avait toujours un goodies qu'on aimait beaucoup. Puis et le reste c'était plus accessoire qu'autre chose quoi. Donc au final, je les refilais en lot dans les quiz ou dans des trucs comme ça. Donc j'ai profité d'ailleurs de ta présence pour dire que donc Juliette s'était abonnée à une box horreur que je voulais vous présenter aussi. Je me rappelle plus le nom, c'était pas la Horror Block, du coup c'en était une autre. Et en fait elle a été tellement déçue qu'elle a pas voulu qu'on le filme. Ah ouais. Elle l'avait ouvert avant histoire de savoir un peu ce qu'il y avait dedans. Et en fait c'était soi-disant une thématique mort-vivant loup-garou. D'accord. Et en fait elle l'a ouvert et dedans je crois que le meilleur goodies c'était un tapis de souris jeu vidéo. Ouh. Mais c'était totalement, mais vraiment horrible. Et elle avait eu un cadre en bois avec un espèce de représentation de vieux films d'horreur qui n'existent pas, tu vois, parce que les mecs avaient pas la franchise, du coup ils avaient fait un goodies à l'arrache. Et en fait tous les goodies c'était ça. Il y avait un porte-clés moche, il y avait que des trucs qui étaient faits main. Et vraiment ultra déçu. Donc ça représentait plus ou moins ce que tu dis, c'est que les box, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Et quand tu t'embarques, il y a toujours un seul truc qui te fait rester. Quoi. Alors, pour l'ouverture, on va commencer par mon personnage préféré de la franchise, qui est Jill Valentine. Alors, pourquoi c'est mon personnage préféré? Tout simplement parce que j'aimais bien jouer les personnages féminins, d'une part, donc après Tomb Raider et tout. Et puis, je sais pas, le charisme du personnage me plaisait bien. Et puis voilà, c'est l'héroïne aussi du 3e opus, donc ça a toujours été un personnage qui m'a beaucoup plu. Et comme j'y connais rien, elle est plus profonde que les autres, elle a un caractère design derrière et... Pas forcément en fait, c'est plus un accessoire, elle est crocheteuse de portes. D'accord. Donc c'était pratique pour certaines portes fermées, c'est elle qui pouvait les crocheter, alors que l'autre personnage n'avait pas forcément de petits plus quoi. Plus un bourrin de base. Après par contre dans le tout premier jeu, il y avait aussi un niveau de difficulté, c'est-à-dire que elle c'était une difficulté normale à mon souvenir, et Chris Redfield qui était le pendant masculin, lui était plus d'un niveau de difficulté plus fort. Donc la première fois que j'ai joué, forcément je préfère jouer avec un niveau moindre et après aller dans la difficulté, donc au bout d'un moment j'ai joué avec Chris Redfield. Mais voilà, c'est plus avec Jill Valentine que j'ai noué plus de familiarité entre guillemets, et en plus son sidekick Barry Burton était aussi intéressant, était un personnage complexe, encore plus dans le reboot de la série avec le Resident Evil Remake qui était sorti sur la GameCube dans les années 2000. Il avait plus de complexité et du coup ça m'a toujours persuadé dans mon choix de jouer principalement avec Jill Valentine. D'accord. Ok. Donc voilà, elle joue dans elle est dans le premier, dans le 3e, et elle réapparaît dans le 5e de la saga, donc Resident Evil 5. Alors voici donc Jill Valentine. Je fais un petit tour sur elle-même, pour que vous voyez en détail. Donc dans sa tenue normale du premier opus, donc avec le béret des Stars. Donc voilà, elle est plutôt bien fichue. Il y a juste le petit défaut de peinture, là je sais pas si on voit bien sur le côté, mais c'est assez accessoire. Elle est plutôt bien faite, je suis assez content.
Après, je sais pas s'il va tenir bien debout, parce que ses jambes sont un peu petites. Donc... Ouais, non. Alors, est-ce qu'il y a pas... Oui, comme il y a des trous sous la chaussure, si tu regardes dans la boîte, normalement, t'as un socle transparent. Ah oui. Voilà. Effectivement. Donc ça, c'est heureusement parce qu'il m'avait fait la remarque pour My Poison Ivy. Donc les personnages féminins, maintenant, ont un socle pour pouvoir tenir debout, histoire de garder une proportion par rapport aux pieds et au corps de la jeune femme. Et en fait, avec le socle, ils tiennent debout. D'accord. Quand on arrive à le rentrer. Oui. Voilà, avec le socle. Et là, ça tient bien. Et là, ça tient, et elle est en mouvement en plus, elle est un peu sur le côté. Ouais. Elle est un Ça petit peu rend sur pas le mal. côté, donc ouais, avec sa petite pose avec le bras, donc... Bah, en fait, je crois que c'est une référence à la... Mince, le socle est tombé. À la cinématique, alors je sais pas si beaucoup ont joué à l'original, c'était une cinématique filmée à l'époque, et il y avait comme pour un générique de série, il y avait un starring avec tous les noms des personnages, et ils prenaient tous une pause. Et là, je crois, à mon souvenir, qu'elle a exactement la pause qu'elle prenait dans le générique. Donc on va passer à un deuxième personnage, un des célèbres méchants du deuxième opus, enfin célèbre méchant. C'est une petite nouveauté dans la franchise qui est les liqueurs. Donc le liqueur, c'était donc une variante d'expérimentation de la Umbrella Corporation, à mon souvenir avec le virus T, fait sur des humains, et du coup ça faisait une excroissance du cerveau et ça étendait la langue. Donc quand on le rencontrait dans le jeu, que ce soit avec Claire Redfield ou Léon S. Kennedy, eh bien il nous filait du fil à retordre, et c'était surtout un énorme jumpscare à l'époque, quand on le voyait apparaître derrière une fenêtre dans un couloir. Et quand il fallait l'affronter avec juste un pistolet, on en chiait un peu. Avec le fusil à pompe, c'était beaucoup plus facile. Et qu'on pourra redécouvrir dans le fabuleux remake qui sort au mois de janvier, que j'ai hâte de jouer, qui sort sur PS4, et qui a l'air fantastique. Donc voici le fameux liqueur avec sa petite langue, et l'excroissance de son cerveau, et qui est aussi très très belle, qui a très peu de défauts de peinture, et qui a un souci du détail assez intéressant, notamment au niveau des pattes. On voit un peu toutes les formes des muscles qui apparaissent, c'est plutôt sympa. Avec pas vraiment de défauts de peinture, j'ai pas l'impression qu'il y en a des masses. Il y a même un dégradé sur les ombres, et ça c'est assez rare sur les pop. Ils le font dans les nouvelles pop, mais c'est vrai que ce petit côté diffus de la peinture, ils le font depuis assez peu de temps, et ça rajoute vraiment quelque chose au niveau dimensionnel de la figurine, je trouve. Ah ouais, ça rend vachement bien, je trouve aussi qu'elle est excellente. Je l'avais vu sur une vidéo de Carole Quinten, donc une blogueuse, une vlogueuse YouTube, qui est une grande fan de la saga, et elle la montre assez régulièrement quand elle parle de Resident Evil, et c'est vrai qu'elle me faisait envie cette pop. Donc voilà, on va passer cette fois au grand méchant du troisième opus, le fameux Nemesis. Et sa fameuse réplique Stars, quand il repère Jill Valentine pour essayer de lui faire sa fête. Donc j'ouvre la boîte tout de suite pour vous montrer un détail important qu'il a, qui est son fameux lance-roquette, qui nous fait bien des dégâts dans le jeu. Parce que dès qu'il nous voit, il nous balance une belle praline sur la tronche. Et voilà le niveau de détail aussi sur sa fameuse cicatrice qui recouvre un œil complet, qui est plutôt bien foutu aussi. Fermé à la graffeuse industrielle. Voilà, histoire de faire les choses bien comme il faut. Donc c'est lui qui nous pourchasse tout le long du troisième opus, et nous donne vraiment du fil à retordre tout au long de l'aventure. Et qui est un personnage plutôt marquant de la saga. Je crois depuis le 3, on n'a jamais eu un adversaire aussi coriace que celui-ci. Que dans le 7, on a eu quelques personnages joués en couleur aussi. Mais voilà, Nemesis, ça reste quand même le boss le plus marquant de la saga, avec un autre boss qui est dans la collection aussi.
Donc voilà pour Nemesis. On passe maintenant à un personnage qui est apparu dès le deuxième opus. Qui n'est autre que Léon S. Kennedy, dans sa tenue de Resident Evil 4, pas dans sa tenue version Resident Evil 2, donc à partir du renouveau de la saga, plus passé sur de l'action horror que du survival horror. Moi personnellement, je suis pas fan de ce changement de registre de jeu. Moi j'étais plus ancré dans le survival horror et à partir du 4, mon intérêt a baissé, mais est revenu avec le Resident Evil 7 qui est un petit peu revenu aux sources. Après d'autres itérations vers de l'action horror avec le 5 ou la catastrophe qui est le 6. Donc voilà. Aucune parenté avec le président. Aucune parenté avec le président. Bon, quoique, ça se trouve, c'est peut-être une référence. Peut-être dans la background. C'est peut-être une référence volontaire à la base, surtout que en plus il protège il va secourir la fille du président dans le 4. Ouais. Donc bon, c'est pas un président Kennedy, mais il y a peut-être une auto-référence dedans. Donc voilà. Cette fois, on va passer à 2 énormes pop. Au gros format. Qu'ils ont pris pour des méchants du premier Resident Evil. On va commencer par un méchant un peu plus secondaire, mais qui donne pas mal de fil à retordre. C'est le Hunter, qu'on retrouve dans le jeu une fois qu'on retourne dans le manoir après avoir affronté la plante 42. Avec une cinématique d'introduction en vue subjective qui nous filait déjà les chocottes. Et là, du coup, ils en ont fait une édition spéciale. Voici donc le Hunter, qui nous décapitait quand il voulait, ou presque, avec ses grandes griffes, qui étaient bien menaçantes et qui sont bien retranscrites là sur la pop. Avec son allure un peu mi-amphibien, mi-humanoïde. Ouais. Donc à mon souvenir, je crois que c'était fait sur une expérience faite sur des grenouilles à la base, je crois, dans le jeu, qui a donné cette forme un peu menaçante, beaucoup menaçante. Donc voilà, un bestiaire qui n'apparaît que dans le 1, à mon souvenir. Je ne crois pas qu'il ait réapparu dans les autres. J'ai un doute sur Code Veronica, mais je crois pas. Mais qui nous filait pas mal de fil à retordre, donc. Donc on va conclure ces pops par une pop issue du premier Resident Evil, qui est le boss final du jeu, un des boss les plus marquants de la saga avec le Nemesis, qui n'est autre que le Tyran. Expérience issue du virus T, et qui nous a donné aussi beaucoup de fil à retordre, notamment parce qu'on le combat 2 fois, une première fois dans le laboratoire et une seconde fois sur l'héliport avant de fuir. Et voici donc le fameux Tyran, avec son bras mortel et son cœur qui nous permet de pouvoir l'achever définitivement à la fin, grâce à un lance-roquette. Les détails des veines sont particulièrement hallucinantes. En plus, ça ressort bien sur le blanc de sa peau. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est vraiment bien foutu. On retrouve bien la terreur qu'il nous infligeait à l'époque dans le jeu. Ah ouais, il est vraiment magnifique. Ouais, c'est une très belle collection. C'est une des plus belles XL que j'ai vues pour l'instant. Bah, c'est une belle collection, dis donc. Ouais, elle est super. Pour un de mes jeux préférés. Donc je suis bien content. J'aimerais bien qu'il m'en refasse d'autres de mes jeux préférés. Donc si vous m'entendez Funko Pop, je veux Zelda en Funko Pop. Oh, ça devrait pas trop tarder vu la vitesse à laquelle ils achètent un peu tout ce qui sort. C'est vrai que c'est assez... Donc un petit Link en Funko Pop, j'aimerais bien. Voire même un Ganondorf. Il y a quelques customs qui se prêtent à essayer l'exercice. Ouais. Mais c'est vrai qu'une officielle, ce serait quand même bien classe. Bah, ça marche. Merci de les avoir déballés avec nous. Parce que tu avais attendu l'unboxing pour exactement, parce que je les avais reçus petit à petit. Ça faisait à peu près 15 jours, 3 semaines que j'avais commencé à en avoir. Et j'ai eu les 2 dernières en fin de semaine dernière. Donc tu devais avoir hâte.
Ouais, carrément. Heureusement, on l'a tourné assez vite du coup. Et en fait, moi de mon côté, j'attendais d'avoir reçu mes deux pop in a box et je profite de cet unboxing pour les ouvrir parce que j'attends encore d'autres pop qui devraient pas tarder que je me suis acheté en précommande. Donc du coup, je vous ferai d'autres vidéos dans le mois ou dans le mois prochain. Donc voilà, je vais en profiter, on fait une longue vidéo, on vous présente plein de pop, il y en a 8 d'un coup, c'est un petit peu Noël avant l'heure. Mais voilà, je vais vous présenter tout d'abord Fire Jack Jack, en fait, que je passerai après à Josh pour qu'il vous la montre sur la petite caméra. Ça, c'est une pop que j'avais cliqué non seulement pour le style du personnage, qui est un style un petit peu enflammé qu'on voit assez rarement sur les pop. Je voulais aussi un peu décortiquer, voir comment elle était foutue, parce que ce côté translucide en photo, ça rend très bien, mais en vrai, je savais pas du tout ce que ça donnerait. Du coup, on va un petit peu voir ça ensemble. Et ensuite, j'étais un peu hypé par toutes ces bandes annonces qu'il y avait sur Les Indestructibles 2. J'avais pas mal apprécié le 1, sans plus, hein, c'était pas le film que je vais retenir le plus, mais comme j'adore les films d'animation, je m'étais dit, bah le 2, s'il est au moins aussi bon que le 1, on va pas être déçu, quoi. Ça devrait rester un bon divertissement, normalement. Sauf que je l'ai vu, et que du coup, je ne comprends pas pourquoi la hype a continué après. Même si elle a quand même bien pris une douche froide, hein, on en parle beaucoup moins depuis qu'il est sorti, on en a parlé beaucoup avant et assez peu après. Moi j'ai été déçu, parce que dans le 2, on parle beaucoup de ce petit bonhomme, qui est vraiment l'une des points centraux du scénario du 2. Et au final, on n'en dit rien. On dit juste qu'il a plein de pouvoirs, ce qu'on savait déjà à la fin du 1. Donc, oui, c'est plus ou moins ce qui avait été teasé. Là. Donc voici la Fire Jack Jack. Donc je viens juste de la regarder vite fait entre les deux plans coupe parce qu'on a eu un problème technique. Mais en fait, ouais, c'est tout con. C'est juste que c'est un emballage de plastique transparent qui englobe la figurine. On voit énormément la fermeture autour. On voit vachement quand même ce petit claque qu'il y a autour. Ce qui fait que l'aspect général, une fois que tu l'as dans la main, il est dégueulasse. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve pas ça... moi je la trouve sympa, mais c'est... De loin elle est cool, mais je trouve que de près ça fait... Dans le détail, ouais, ça fait plus... On dirait qu'elle est plastifiée, collée, quoi. Ouais, qu'elle est vraiment dans un emballage, quoi. Donc bon après, voilà, c'est l'effet que ça rend de loin dans la collection. Je pense que ça rendra pas trop mal. Mais voilà, je suis autant déçu de la figurine que du film en fait. Tu sais si c'est une référence à la torche G4 Fantastique ou pas? Alors il y a plein de références tout le long, c'est-à-dire que Jack Jack a un peu tous les pouvoirs. Alors autant de tous les X-Men presque, que de tous les super-héros un peu old school. C'est un best-of. Voilà, il peut faire la chose, il peut se transformer en monstre, il peut se transformer en feu, il peut cracher de l'acide, il a les yeux qui lancent des lasers. Ah oui, d'accord. Mais c'est tout mélangé et comme il est bébé, il contrôle rien. Donc tu sais pas anticiper le pouvoir qu'il a. C'est le côté... tu sens qu'ils ont fait ça exprès parce que ce serait un comic relief tout le long. Et du coup, c'est vrai que le bébé est un peu le seul personnage qu'on attend de voir parce qu'on sait pas du tout ce qui va lui arriver, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu le seul truc qui m'a fait tenir jusqu'au bout parce qu'encore une fois, il n'y a pas de trame, il n'y a pas de menace, les personnages se développent pas dans cet opus. Ah oui, d'accord. Ouais, alors que dans le premier, c'était quand même un minimum développé, quoi. Dans le premier, vachement. Il y a un petit côté politique qui est intéressant, encore une fois, comme dans le 1, mais voilà, pour un film pour enfants, je sais pas si c'était le truc à développer le plus. Oui, non. Et la seconde, c'est King Groot. Donc King Groot, c'est un personnage qui n'existe pas dans le comics, je crois. Non, ça me dit rien. Je me renseignerai, vous pouvez crier au scandale dans les commentaires si c'est le cas. Peut-être dans les tout derniers épisodes, mais je ne crois pas. Hein. Il me semble pas. Moi, je connais que les premiers. Ouais, c'est vrai que tout ce qui est récent, parce que ça a explosé depuis la sortie des films, j'ai eu du mal à suivre aussi. En tout cas, cette figurine-là, elle sort d'un jeu de mobile qui s'appelle Contest of Champions, qui est un espèce de petit un RPG de combat, en gros, avec les personnages de Marvel. Et dedans, ils ont développé King Groot. Dans la collection, je t'inviterai après à la montrer à la caméra, il y a Guillotine, Civil Warrior, Venom Pool que je vous ai montré parce que Juliette me l'avait offert dans une des dernières éditions, Howard the Duck avec le Biomecha qui est génial et puis qui fait la même taille que les XL, et le Punisher mais en version 2099. Ah oui, d'accord. Version futuriste, juste tu peux... C'est peut-être une version plus adulte de Groot du coup, ça se trouve. J'imagine, parce que vu qu'il s'appelle King Groot... En fait, je pense, vu que là, dans le Cinematic Universe, il est en train de regrandir, il est ado dans le dernier, je pense que là, c'est peut-être la version adulte de nouveau,
mais genre 2.0 quoi. C'est ça, ouais. Je pense que c'est même la version adulte, bien après le Groot qu'on a vu dans le premier Gardien de la Galaxie. Vu qu'il a de la barbe et qu'il il a ce petit côté... Bon, la grosse massue, je pense que c'est juste pour le jeu. Je t'invite à ça doit être une de ses armes. Ça doit être une des armes du jeu. C'est une bobblehead parce que c'est une Marvel, hein, ça, maintenant vous êtes habitués. Le dégradé vert avec ce petit côté mousse est assez sympathique, je trouve. Ah ouais, c'est bien foutu. Encore une fois, ça donne beaucoup de dimensions en 3 dimensions au personnage. Ils ont bien fait de commencer à faire ce genre de peinture à l'aérosol. Et le niveau de détail est plutôt correct. Ouais, carrément. Après, elle fait très... Vu que c'est plein de petites écorces et plein de petites pièces posées, bah, ça fait très... constitué, tu vois vraiment que la figurine elle a 2 jambes, après ils ont collé le tronc dessus. Tu vois un peu la manière de fabrication. Ouais. Par rapport aux autres, c'est un petit peu trop... Voilà, ce petit côté qui se construit. Quoi. Ça fait peut-être plus figurine, entre guillemets, que Funko Pop. Ouais, c'est vrai. Avec les membres articulés, comme on voit souvent chez NECA, des trucs comme ça. Tu sens que pour certains designs, ils ont abandonné les trucs qu'ils font d'habitude, de pouvoir tourner la tête et pas le corps, etc. Bon, là, c'est une bobblehead, donc non, mais par exemple, ton Hunter, j'ai constaté tout à l'heure quand je le montrais, je pensais que les bras bougeaient vu qu'il y avait une connexion, mais en fait, non. Ils sont fixes. Les hanches bougent pas parce que ça bouge pas à ce niveau-là, et il a même pas la tête qui pivote. Tu vois, c'est vraiment un bloc. Comme on voit quand même si que c'était collé là au niveau là. Mais... Voilà, on voit les soudures entre guillemets de où ça a été collé, mais ils ont perdu la mobilité parce que le design y prêtait et parce que la figurine est massive. Oui, voilà. Donc du coup, ils prennent de nouvelles décisions. Des fois c'est bien, des fois ça passe pas forcément. Après, ils ont raison de tester. Hein. Voilà. Avec le nombre de pop qui sortent, je pense qu'ils sont un peu obligés de tester des trucs. Mais voilà, moi pour mes 2 petites pop du mois. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Du coup, si vous êtes fan de Resident Evil, vous avez dû sûrement apprécier le passage de Josh de nouveau dans l'émission. Et puis, on vous dit nous à très bientôt sur Hardzone. Ciao.